La voiture d'Elisabeth Borne quitte l'Élysée peu avant 16h. Son sort est déjà scellé. Elle n'est plus première ministre. La France n'a pas de Premier ministre puisqu'Elisabeth Borne a démissionné, que son successeur n'a pas encore été désigné. C'est très inhabituel. On rentre maintenant dans une autre séquence puisque maintenant qu'elle a démissionné, Elisabeth Borne, il va donc falloir lui trouver un successeur. Et vous le savez depuis plusieurs minutes maintenant, c'est le nom de Gabriel Attal qui revient de manière très insistante. C'est le nom qui revient le plus souvent. Gabriel Attal, très jeune ministre de l'Éducation nationale. Et si ces derniers jours, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou encore l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, faisaient figure de favori, c'est finalement le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, 34 ans, qui est désormais pressenti pour Matignon. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes ? La semaine dernière, c'était le 4 janvier, Mediapart a révélé dans un article qui n'a fait l'objet d'aucun démenti qu'en 2017, quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, serait intervenu pour accorder au PSG, contre la jurisprudence de l'administration dont il avait alors la tutelle, une faveur qui aurait permis au club parisien d'éviter de payer plusieurs dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de Neymar, star brésilienne du football. Les sommes en jeu étaient colossales, puisque selon les calculs des avocats du PSG de l'époque, cités par Mediapart, le fisc et l'URSSAF auraient pu réclamer entre 67 et 224 millions d'euros, qui n'ont finalement pas été payés. Comme l'a relevé l'association Attaque France, dans un post publié le 8 janvier, dans une démocratie fonctionnelle, tous les médias auraient alors dû se demander à quel moment Darmanin, devenu entre-temps ministre de l'Intérieur, allait, je cite, démissionner. Mais comme l'a également relevé Attaque, nous sommes en France et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il est vrai que la presse et les médias étaient majoritairement occupés ailleurs, à traiter de ce qui aura été pour eux la grande affaire des derniers jours, le remaniement bien sûr, dont le journal Le Monde a expliqué sans rire qu'il était, je cite, « un supplice pour la pauvre Madame Borne », car elle ne savait toujours pas, à quelques heures de l'échéance, si elle allait être sèchement remerciée par Macron ou si le chef de l'État français allait au contraire la maintenir dans ses fonctions. La Première ministre n'était pas la seule à ne rien savoir de ce qui allait réellement se passer. Les journalistes politiques étaient dans le même cas, réduits à des supputations sans fin sur le nom de son éventuel remplaçant à Matignon. C'est le nom qui revient le plus souvent. Gabriel Attal, très jeune ministre de l'Éducation nationale. Et si il devenait Premier ministre, il serait alors le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Et si ces derniers jours, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, ou encore l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, faisaient figure de favori, c'est finalement le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, 34 ans, qui est désormais pressenti pour Matignon. En attendant, Elisabeth Borne assure avec les ministres le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Mais ça ne les a pas du tout empêchés de produire d'interminables commentaires et de construire une parodie de suspense autour d'un remaniement dont tout le monde savait qu'au fond, il ne changerait strictement rien à l'exercice macroniste du pouvoir. Et certains de ces journalistes en ont profité pour faire passer, sans en avoir l'air, quelques messages très ciblés. La Tribune Dimanche, par exemple, a consacré au remaniement les 2 premières pages de son dernier numéro, sur lesquelles il est intéressant de se pencher d'un peu près avec quelques jours de recul, car elles disent beaucoup du journalisme politique tel qu'il se pratique encore en France en 2024. On trouvait d'abord dans cette double page un éditorial de Bruno Jeudi, directeur de la rédaction, expliquant notamment qu'Elisabeth Borne n'avait, je cite, pas à rougir de son bilan, car elle avait fidèlement servi le chef de l'État, mais qu'Emmanuel Macron était déterminé à se séparer d'elle pour, je cite encore, ouvrir une séquence plus politique en vue des élections européennes qui s'annoncent compliquées pour le camp des modérés. Constatons au passage que pour ce journaliste, la politique se résume donc, pour l'essentiel, aux stratégies électorales, puisqu'il considère que la séquence qui s'ouvre avec le remaniement et qui se poursuivra jusqu'aux élections européennes du mois de juin prochain sera plus politique que les 19 mois qui se sont écoulés depuis l'installation d'Elisabeth Borne à Matignon.
Dans la réalité, pourtant, ces 19 mois ont été marqués par un recours systématique à l'article 49.3 de la Constitution, qui a permis à la Première ministre de court-circuiter le Parlement à pas moins de 23 reprises, pour imposer notamment une réforme des retraites dont une immense majorité de Français ne voulait pas. En outre, cette longue période d'un peu plus d'1 an et demi s'est, comme on sait, terminée en décembre dernier par l'adoption d'une loi sur l'immigration inspirée et votée par l'extrême droite, qui remet en cause l'égalité des droits sociaux et le droit du sol. Mais pour le directeur de la rédaction de la Tribune dimanche, les calculs électoralistes semblent donc être plus politiques que ces atteintes répétées à la souveraineté du Parlement et à certains principes républicains fondamentaux, atteintes qui engagent pourtant le quotidien et l'avenir de dizaines de millions de citoyens et de citoyennes et qui sont donc infiniment plus politiques que ne le sont les manœuvres d'appareil qui se multiplient à l'approche d'un scrutin. Surtout lorsqu'il explique dans son éditorial que Macron procède à un remaniement pour préparer des élections européennes qui s'annoncent compliquées pour le camp des modérés, fin de citation, Bruno Jeudi suggère assez nettement que les macronistes font précisément partie de ce camp modéré, alors même qu'en fait de modération, ils se sont alignés sur les positions du Rassemblement national pour faire adopter leur loi sur l'immigration en décembre dernier, et se sont donc très radicalement radicalisés, à droite toute. Mais ce n'est pas tout, car cet éditorial du directeur de la rédaction de la Tribune dimanche était suivi d'un long article dont l'auteur écrivait notamment qu'il était impossible de savoir si les ministres appartenant à ce qu'il appelait l'aile gauche de la majorité, c'est-à-dire ceux qui avaient exprimé un léger malaise en décembre dernier après l'adoption de la loi sur l'immigration, garderaient une place au sein du gouvernement après le remaniement. Et cet article était lui-même suivi d'un entretien avec Jean-François Copé, maire républicain de Meaux, décrétant qu'Emmanuel Macron devait, ouvrez les guillemets, assumer de nommer un Premier ministre de droite, comme Sébastien Lecornu ou Bruno Le Maire, pour remplacer Elisabeth Borne. Cet article et cette interview suggéraient, on l'aura compris, qu'il y aurait au sein de la Macronie des ministres qui ne seraient pas de droite. Et c'est très gentil, mais qu'en est-il réellement de cette mythique aile gauche ? Pour répondre, il faut encore une fois revenir à la loi sur l'immigration votée au mois de décembre dernier. On se rappelle que son adoption avait immédiatement été saluée comme une victoire idéologique majeure par le Rassemblement national, qui l'avait en effet largement inspiré, et qui était donc parfaitement fondé à se féliciter de ce très important succès. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers. Mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement. On se rappelle aussi qu'après ce vote, plusieurs éminences macronistes, dont les ministres Rima Abdul-Malak, Clément Beaune, Roland Lescure, Sylvie Retailleau et Aurélien Rousseau, ont fait savoir que l'adoption de cette loi, dictée et votée par le parti lepéniste, les mettait très mal à l'aise. Certains d'entre eux ont même menacé de démissionner pour protester contre ce basculement à l'extrême droite. Mais finalement, seul Aurélien Rousseau a mis cette menace à exécution. Tous les autres ministres de cette aile gauche du gouvernement ont mis un mouchoir sur leurs états d'âme. Tous ont préféré rester dans leurs ministères respectifs où la soupe semble donc être assez bonne pour qu'on consente quelques menus sacrifices. Pour le dire autrement, l'aile gauche du macronisme se reconnaît principalement à ce que ses membres supposés n'éprouvent aucune réelle difficulté à continuer de servir au sein d'un gouvernement qui a basculé à l'extrême droite. Pour le dire encore plus nettement, cette soi-disant aile gauche n'est pas du tout de gauche. Mais on devine que les macronistes ne sont pas mécontents du tout que de dévoués journalistes continuent à entretenir cette fiction. Au moment précis où je finis d'écrire cette chronique, quelques heures après qu'Elisabeth Borne a été démissionnée par le chef de l'État, on apprend que c'est finalement Gabriel Attal qui va la remplacer à Matignon. Cela a été dit ces dernières heures, j'ai pu le lire ou l'entendre. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. En avril 2023, ce sympathique personnage s'en était pris à des manifestants qu'il avait accueillis par un concert de casseroles lors d'un déplacement dans l'Hérault. Ceux qui peuvent se permettre, qui ont le temps, en pleine semaine, en plein après-midi, d'aller accueillir des ministres pendant 4 heures, de 14h à 18h, a priori, ce n'est quand même pas les Français qui travaillent, qui ont des difficultés au quotidien pour boucler les fins de mois, avait-il craché. Et 9 mois plus tard, il est resté silencieux quand son parti est allé chercher les voix des Républicains d'Éric Ciotti et du Rassemblement national pour faire adopter une loi xénophobe. Ce macroniste exemplaire fera assurément un excellent Premier ministre. Quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police. Ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Mais c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société
sans ordre et sans règle. Et donc c'est aussi l'affaire des familles, c'est évidemment aussi l'affaire de l'école, c'est l'affaire de la société dans son ensemble. Sa nomination confirme en tout cas qu'il n'y avait aucun enjeu réel dans un remaniement qui ne changera évidemment rien à l'exercice d'un pouvoir qui se caractérise au premier chef par son autoritarisme et par ses incessantes complaisances pour l'extrême droite. Mais le vrai faux suspense que la presse et les médias dominants auront entretenu pendant plusieurs jours aura du moins eu le mérite de faire oublier les révélations de Mediapart sur la faveur que Gérald Darmanin aurait accordée au PSG en 2017, de sorte que personne ne s'étonnera quand le président qui avait promis une république exemplaire maintiendra cet étonnant ministre dans ses fonctions. Donc Gabriel Attal, c'est ce tweet-là évidemment que je voulais analyser avec vous. Merci Monsieur le Président pour votre confiance. Je mesure l'honneur qui m'est fait d'être nommé Premier ministre. Un cap, garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français et réarmer notre pays au travail avec force, humilité et sans tabou au service des Français. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment cette phrase-là, que je trouve absolument fascinante. J'ai l'impression de contempler les abysses. Regardez cette citation, c'est vraiment avoir le vertige d'un vide abyssal. En tant que première déclaration du Premier ministre, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant.